Bonsoir. Donc on va maintenant parler de prévention et le titre, on va s'asseoir. Le titre est Prévention, une nouvelle utopie, donc c'est tout un programme. Donc vous avez conscience sûrement que ce soir vous êtes au débat le plus important de toute la Cité de la Réussite. Il n'y en a pas en parallèle, d'ailleurs vous avez remarqué, pour que tout le monde soit là à ce débat qui va donc concerner la prévention, qui est un thème on ne peut plus important, parce que vous savez qu'en France on a un système de soins qui est le meilleur au monde dans le domaine de la santé. On va surtout parler de la santé, je crois, compte tenu de nos invités. On a le meilleur système de soins, paraît-il, mais on est très très mauvais en prévention. Les morts prématurées, c'est-à-dire les morts avant 65 ans, pour nous tous ce soir, sont beaucoup plus importantes en France que dans d'autres pays. On a un rang qui n'est pas du tout bon. Donc il y a beaucoup à faire. Et donc la prévention, c'est aussi des craintes, c'est aussi le syndrome de précaution, c'est aussi nouvelles responsabilités, ça peut aussi avoir des effets néfastes. Donc on pourra en parler ce soir avec vous, avec les étudiants, ils sont deux, une de l'ESSEC et un de Sciences Po, donc deux invités. Jean-François Girard, qui est le président de l'IRD. Alors l'IRD, vous ne savez pas ce que c'est, moi je viens d'apprendre ce que c'est. C'est l'Institut pour la recherche pour le développement, et ça se dirige vers les pays du Sud, mais surtout Jean-François Girard a été directeur général de la santé, c'est-à-dire au ministère de la Santé. Et pour un directeur général de la santé, il est resté de nombreuses années parce qu'il était nommé en 86, il est parti en 97, donc 11 ans, ce qui est assez rare. Habituellement, ça dure un peu moins longtemps, les directeurs généraux de la santé, parce que c'est un poste à haut risque, avec le sida, avec la grippe aviaire, avec tous ces problèmes. C'est un poste à haute responsabilité, donc il connaît très très bien tout ça. Hubert Allemand, alors, on a deux professeurs de médecine, professeurs de santé publique, professeur de médecine en médecine interne, deux professeurs de médecine. Hubert Allemand est donc professeur de santé publique. Il est médecin conseil national de l'assurance maladie. Donc c'est le médecin c'est le chef de tous les médecins de l'assurance maladie. Et donc bien évidemment, alors on dit que l'assurance maladie ne fait pas de prévention, mais il va en parler parce qu'il connaît très bien. Mais il est au cœur de tout ce qui concerne la prévention. Moi, je suis Philippe Duc, je suis médecin. Je vous rassure, je ne fais plus de médecine. Je suis journaliste et je suis directeur général du quotidien du médecin, l'excellent quotidien du médecin pour tous les médecins, bien sûr. Voilà, c'était dit. Donc, je vais d'abord passer un peu la parole au premier, Hubert Allemand peut-être, comme j'ai présenté Jean-François Girard en premier. La prévention, pour vous, pour définir un peu le sujet, est-ce qu'on est vraiment en retard et vraiment il faut faire un effort? Ça tombe bien parce que vous savez que l'interdiction de tabac dans les lieux publics est tombée il y a quelques jours et le ministre de la Santé a inauguré lundi 16 octobre, lundi dernier, les états généraux de la prévention justement pour combler le retard qu'a ou qu'aurait la France dans le domaine de la prévention. Alors Hubert Allemand, est-ce qu'on a véritablement un vrai retard en prévention? Vous avez un micro à votre gauche. Ils sont attachés, oui, c'est assez bizarre, mais vous avez qu'à vous déplacer. Voilà, allez-y. Alors je ne sais pas si on peut parler de retard de la prévention. En tout cas, si nous avons un retard, nous rattrapons le temps passé, parce que manifestement, dans notre pays, il y a une évolution très très forte dans ce sens-là, qui est liée à une évolution sociétaire. Je veux dire, la santé est manifestement un domaine, une valeur refuge aujourd'hui dans nos sociétés. Il faut être en bonne santé. Ça vaut mieux, oui. Et oui, et alors évidemment, tous les moyens sont développés pour y parvenir. Donc il y a actuellement une véritable évolution dans le sens de la prévention parallèlement aux soins curatifs. Il y a de grands programmes qui sont développés dans notre pays, des plans, des actions de santé publique dans lesquelles il y a une dimension prévention très importante. La loi de santé publique, d'ailleurs, assez récente, a contribué à ce développement. Et au fond, si je devais me poser une première interrogation, c'est jusqu'où faut-il prévenir? Parce que le développement de la prévention est foisonnant, mais ce que je remarque, enfin avec mon expérience, c'est que la prévention est un exercice difficile et qu'il faut utiliser cet excellent moyen et qui apporte de bons résultats avec discernement. Et je pense qu'il faudra peut-être aborder cette question, parce que la prévention, c'est par définition une action qui agit, qui s'intéresse à l'ensemble d'une population. Et au fond, on va appliquer une mesure sur beaucoup de monde, mais elle va bénéficier à quelques-uns seulement.
peut donner des exemples très très simples. Le port de la ceinture de sécurité est une mesure qui s'applique à tout le monde, elle est même obligatoire, mais elle ne va profiter qu'à quelques-uns au cours d'une vie. Bien. Et puis parfois, même les actions de prévention qui s'intéressent à beaucoup de monde, profitent qu'à quelques-uns, peuvent aussi avoir des effets délétères sur quelques-uns. Donc il est extrêmement important de toujours bien mesurer quels sont les avantages et les inconvénients que l'on apporte lorsque l'on envisage une action de prévention. Et aujourd'hui, le foisonnement veut que tout le monde s'intéresse à cela, qu'il y a des messages qui diffusent d'origines différentes, et tout ça n'est pas toujours très très cohérent. Donc je crois qu'un pays qui veut véritablement améliorer la santé de sa population doit vraiment se poser la question, mais au fond, quels sont les domaines que j'aborde et comment je les aborde? Et juste s'il y avait une raison pour expliquer le retard de la France dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la santé, ça serait quoi? Une seule raison? La seule raison, c'est une raison qui est classique, c'est de dire que nous avons, alors on peut utiliser un indicateur qui est la mortalité, mais on a ce qu'on appelle une mortalité prématurée importante, plus importante que des pays comparables, notamment des pays européens, et ce qui montre bien que peut-être, historiquement, nous n'avons pas développé la prévention comme d'autres pays l'ont fait. Alors ceci, évidemment, est très préjudiciable parce qu'on a un système de soins très, très performant, très, très développé, mais on a l'impression que sur le champ de la prévention, et notamment pour des facteurs de risque qui seraient relativement faciles à maîtriser, on n'est pas encore au niveau de certains pays. Donc, il faut bien voir qu'il y a des conséquences à cela, parce que quand on a du retard, et là on a un certain retard en termes de prévention, on va dire à l'âge adulte et au jeune âge, c'est préjudiciable d'abord pour les populations qui sont les moins favorisées. Et donc finalement, ce retard que vous évoquez, mais que l'on essaie de rattraper, pénalise d'abord les populations les plus vulnérables. Et c'est pour ça que nous avons aussi une inégalité de santé qui est en partie liée au fait que la prévention, aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée dans notre pays, ne va pas toujours bénéficier aux personnes qui, peut-être, en bénéficieraient le plus. Jean-François Gérard, les principaux déterminants en France de la prévention et de la bonne santé, c'est le tabac, l'alcool, l'alimentation, et tout ça concerne des comportements individuels. Vous nous avez parlé de la collectivité qui doit, dans les mesures de prévention, être au niveau collectif, mais tout ça, c'est vraiment individuel. Donc quel est votre regard par rapport à ça? Tout d'abord, bonjour. C'était pas une question préparée, vous voyez. Non, mais on va être 2-3 avec vous. En plus, 2 professeurs de médecine qui ont des responsabilités. Donc, on risque d'avoir un débat que je qualifierais d'homogène. C'est une façon, si vous me permettez, de dire que j'espère qu'il va y avoir des questions de la part de la salle. C'est prévu, après votre intervention. Pour répondre à votre question, vous essayez. Moi, je dirais que la prévention n'est pas que l'affaire des professionnels de santé. Et la grande différence entre le soin et la prévention, le soin, c'est vrai, que bien sûr que c'est l'affaire des professionnels de soins. D'ailleurs, les médecins, dans les facultés, nous, on apprend à soigner d'abord, à diagnostiquer d'abord. On y passe le plus clair des études. Ensuite, on apprend à soigner. Bon, on ne nous apprend pas à prévenir. C'est le souvenir que j'ai, et ceux qui ont fait des études plus récemment peut-être me contrediront, mais je crains qu'ils ne soient pas en mesure de me contredire sur ce point-là. Donc, déjà, il y a un élément qui est que les professionnels de santé ne sont pas typiquement formés tout simplement pour cela. Deuxièmement, c'est une responsabilité extrêmement collective. Vous venez de parler de comportement. Les comportements, c'est nous tous, et avec une dimension culturelle essentielle. Et c'est en ce sens que finalement, j'ai envie de dire, le soin, c'est les médecins, brutalement, la prévention, c'est la collectivité. Au sein de la collectivité, il y a les médecins. Et cette notion de responsabilité collective qui dépasse le cadre des cercles de la santé, des professionnels de santé, se justifie en miroir de ce qu'a dit Hubert Allemand, parce que y a une notion de population cible. Je m'explique.
il est peu probable qu'une seule mesure de prévention puisse fonctionner pour 62 millions de Français. Et que lorsque je prends des exemples dans ma mémoire, lorsque dans les années débutantes et rudes, au milieu des années 80, entre 85 et 90, le sida est devenu un problème de santé publique, les premières tentatives de prévention ont été des campagnes qui passaient à la télévision à 20h ou à 20h03, du genre le sida il ne passera pas par moi, MOI. Bon, à l'évidence, il y avait des groupes très précis qu'il fallait accepter de prendre pour cible, faire des mesures de prévention qui soient adaptées à ces groupes, à leurs codes, à leurs règles de fonctionnement social, et qui étaient du coup des mesures de prévention qu'il ne fallait sûrement pas mettre à 20h à la télévision. Ce n'est pas les mêmes. Et ce problème de cible est un problème à la fois d'ordre technique, au sens de la définir, la cible, savoir le meilleur vecteur, mais c'est quelque chose qui, sur le plan culturel, dans un pays où le fronton des mairies porte liberté, égalité, fraternité, le fait de dire on fait quelque chose pour un sous-groupe de la population, allant un peu contre notre sens inné et de l'égalitarisme, est quelque chose qu'il faut plaider, dire bah oui. Le nombre de fois où moi j'ai entendu ah oui, cette mesure, ça serait pas mal, mais ça a marché pour 10%. Donc, et puis, on ne peut pas la mettre en œuvre, y compris les dépistages au début. Le dépistage, ah oui, mais on peut le mettre en œuvre pour 5000 personnes. Ben oui, c'est mieux que rien. Et puis, si jamais, en plus, on arrive à démontrer que c'est ces 5000-là qui ont tout particulièrement besoin, c'est-à-dire que si on a défini une cible, on a le droit que cette cible soit une partie, un sous-groupe de la population. Et donc, l'aspect culturel, parce que derrière la définition de la cible, il y a un aspect culturel ou sociologique, si on veut, si on préfère, qui fait que c'est ça les dimensions de la prévention. Si dans la salle, vous me disiez qu'il y a 90% de professionnels de santé, je me dirais, zut, on ne va pas y arriver. Bon, j'ose espérer, et Michel Chasson en sera d'accord avec moi, qu'il y a quelques médecins et puis plein de gens qui poseront des questions non médicales et qui poseront de la prévention en termes beaucoup plus généraux. Et je finirai cette première réaction en disant que, d'accord, parce qu'on est médecin, parce que vous l'avez ouvert par cette voie-là, mais l'institut de recherche à la tête duquel je suis, qui travaille sur les pays du Sud, on fait de la prévention, par exemple, contre les séismes. Ben oui, et les médecins ne sont pas dedans. On fait de la prévention contre les aléas naturels en général, la fonte des glaciers, la rupture du volcan en Équateur il y a 15 jours, tout ça, c'est de la prévention. On utilise les mêmes mots. Donc je crois qu'on est tenu, que ce soit au niveau des populations et d'autre part au niveau des aléas, au sens plus large, le cancer, la maladie est aussi un aléa, on est tenu d'élargir le propos par rapport à la consistance première ou à la perception première que l'on a du mot prévention. Merci. Je dois vous dire que Jean-Claude Guillemot, vous l'avez vu, n'est pas là, et vous prie de l'excuser parce qu'il est souffrant. Et donc, il n'a pas pu venir ce soir. Hubert Allemand, on a vu que la prévention, c'était dans un bon sens, je dirais. Les intentions sont bonnes. Est-ce qu'il faut parfois faire un peu de coercition? Est-ce qu'il est encore possible de faire la coercition? Et je prendrai l'exemple des vaccins. Aujourd'hui, si on voulait imposer une politique vaccinale, en France, avec un peu d'autoritarisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas remboursé, les soins ne sont pas remboursés dans le carnet de santé, grâce au carnet de santé, si les enfants ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'on pourrait encore faire ça? Comment convaincre? Quels sont les arguments qu'on peut mettre en œuvre? Oui, la question, c'est convaincre ou contraindre. Alors, vraiment, on est entré dans une ère où la contrainte, je dirais passer de mode, mais c'est pas une mode en fait, c'est que ça ne marche pas très bien. Alors si on voulait peut-être décrypter un peu l'affaire, on dirait c'est vrai qu'il y a une prévention qui est contraignante, qui est extérieure à la personne d'une certaine manière, très 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 développée dans notre pays. Alors vous avez cité les vaccinations, il y a pratiquement plus guère de vaccination obligatoire. Bon, tétanos, polio, etc. Mais maintenant, les vaccinations sont toutes recommandées.
parce qu'on se rend compte que l'obligation n'apporte rien. Justement, il faut mieux essayer de... Chacun doit s'approprier, et la population doit s'approprier l'intérêt d'une procédure, d'une action préventive que le décideur va proposer. Pour autant, il y a une prévention qui passe par des contraintes extérieures obligatoires assez fortes. Et le meilleur exemple, alors c'est un exemple non sanitaire, alors c'est la sécurité routière, c'est le code de la route. Je veux dire, le code de la route est extrêmement contraignant. Je veux dire, vous avez un feu rouge, il est raisonnable de s'arrêter. Donc, il faut bien voir que la prévention passe quand même dans notre pays. Et alors, il y a toutes les contraintes réglementaires pour les industries, pour toutes ces choses-là. Vraiment, il y a beaucoup d'actions de prévention dans tous les domaines de la vie qui passent par une certaine contrainte. Mais en médecine, en particulier, mais plus généralement pour tout ce qui concerne les comportements des personnes, on est plus appelé à finalement rendre responsable la personne, donc apporter une compétence, un savoir, une connaissance qui va permettre à la personne de comprendre l'action proposée et de se déterminer en fonction de cela. Finalement, l'information, elle doit être, vous savez, très très claire, très, très factuelle, pour que justement chacun après puisse exercer sa liberté et sa responsabilité. Il y a un moment donné où on peut être un peu plus convaincant. Et ceci, c'est notamment le cas des vaccinations, parce que se joue un intérêt individuel, mais aussi un intérêt collectif à atteindre un certain taux de vaccination pour protéger l'ensemble de la population, voire éliminer des virus. Mais on peut dire qu'on a toute la gamme. Mais aujourd'hui, notamment pour ce qui est des comportements, des comportements qui sont proches du soin, ou de la médecine, ou de la santé, on est plutôt dans la conviction. Et aujourd'hui, tout le monde connaît les grands programmes, par exemple, de dépistage des cancers. Ce sont des dépistages qui sont proposés. Et après, chacun se détermine. Il est même recommandé pour ceux qui mettent en œuvre les opérateurs de ces programmes de ne pas trop insister, parce qu'à ce moment-là, on dépasserait ce qui est, on pense, raisonnable éthiquement, c'est-à-dire une personne à qui on propose de faire un dépistage du cancer du sein parce qu'elle est dans la population cible, elle ne le fait pas, on peut lui renvoyer un courrier, lui proposer de le faire 6 mois après. Une troisième fois, il faut déjà se poser la question, mais trop insister, vous savez, personne n'est obligé d'aller au-devant d'une mauvaise nouvelle, à titre individuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie toujours, mais la prévention, c'est au fond, c'est apporter de l'angoisse. Je le dis d'une manière paradoxale, parce que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire quand on fait de la prévention. Oui, mais vous avez raison. Mais vous apportez de l'angoisse parce que vous êtes en train... à toutes les maladies qu'on risque d'avoir. Vous annoncez possiblement une mauvaise nouvelle. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, vous dites, si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui va se passer. Si vous consommez trop tel aliment, voilà ce qui va se passer. Si vous consommez trop de telle boisson, voilà ce qui va se passer. Il faut faire attention. Il faut faire du sport ou de l'exercice physique parce que, attention, faites ce dépistage parce que vous risquez. Et tout d'un coup, on projette la personne sur un avenir qui peut être un peu angoissant. Donc, savoir... Et ça, ce n'est pas toujours bien maîtrisé, que lorsqu'on s'avance sur une population, sur une collectivité avec une action de prévention, en réalité, on génère un peu d'angoisse. Dans le domaine sexuel, c'est fabuleux, et je pense que Jean-François Girard a traversé cette affaire-là. Mais quand vous savez... Dans le domaine sexuel, vous pouvez préciser ? Les relations sexuelles, on a connu cette époque de l'apparition du sida, et avec une jeunesse qui était là et qui, tout naturellement, souhaitait vivre... au moment choisi par lui ou par elle une relation sexuelle qui est quelque chose de très fort entre deux êtres, il y avait parallèlement un message qui disait « Non mais attention, c'est dangereux, il faut absolument utiliser tel moyen. Aujourd'hui on dit il faut avoir telle vaccination contre l'hépatite V, telle vaccination demain contre le papillomavirus qui va arriver, et puis il ne faut surtout pas obliger tel objet. » Et on se rendait compte en réalité, c'était bien vu ça par une équipe suisse, ça m'a beaucoup intéressé. Ils se sont dit « Mais on est en train... peut-être aussi par un excès de prévention, de créer des effets qui peuvent être des effets délétères. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire ce qui a été fait, mais on est en train de dire aussi à quelqu'un à qui on a envie de se fier, « Ah, mais attention, je me méfie de toi. » Le geste est en train de dire ça, mais je sais que j'ai envie de t'apporter la vie, je sais que tu peux m'apporter la mort. C'est des choses un peu compliquées. Et surtout, on avait tendance un petit peu à formater les moments de cette rencontre qui est en réalité un choix tout à fait personnel et qui se fait en fonction des personnes. Je m'explique, il y avait des jeunes filles ou des jeunes garçons, des jeunes filles de 14 ans, 13 ans qui arrivaient chez les médecins en disant « Mais docteur, alors des préservatifs, j'en ai partout.
J'en ai dans mon plumier, sur mon porte, dans 13 ma ans, poche. 13 ans. On m'en distribue partout. À 13 ans, c'est bien. Eh bien oui. Non, mais j'exagère un peu. Mais il y avait des porte-clés. Il faut voir, on a fait des distributions extraordinaires. Et ça partait d'une bonne intention. Je ne suis pas en train de critiquer. C'est difficile. Oui, mais qu'est-ce qu'elle disait, cette jeune fille, au médecin ou à la personne à qui elle est-ce que je suis normale? Parce que je n'ai pas encore eu de relation sexuelle. Alors, comme on me donne tout ça, est-ce que véritablement je serai en dehors de l'épure? Et cette équipe suisse que j'évoquais a fait une campagne à un moment donné pour dire mais vous avez totalement la liberté du moment où vous choisirez d'avoir une relation. Mais pour les uns, ça se fait à 14 ans, pour d'autres à 20 ans. Ils avaient dû, mais ça s'est fait au cours de la campagne, un petit peu corriger. Ce qui veut dire que c'est pas facile d'arriver devant une population. Si je puis me permettre, une simple information peut être mortelle. Alors je le dis toujours parce que pour provoquer un peu, il est tard, alors il faut qu'on se réveille. Mais quand même, souvenons-nous qu'une génération de médecins, derrière des spécialistes, des experts, nous ont dit, alors il est extrêmement important de coucher les enfants sur le ventre. Alors ça, parce que, alors les nourrissons. Et donc il y a des générations qui ont fait cela, et qui ont fait cela même parfois avec angoisse. Alors on rouvrait la porte le soir vers 10h pour voir si tu es toujours... Et puis on s'est rendu compte, les études ont montré que c'était justement pas la bonne position et qu'elle pouvait favoriser la mort subite du nourrisson, puisque effectivement quand on a donné l'information inverse et dire mais non, il est préférable de mettre les enfants sur le dos, changement, à ce moment-là on a vu diminuer fortement la mortalité. Ce que je veux dire, c'est que la simple information n'est pas anodine. Et quand tout à l'heure on disait il faut véritablement discerner ce qu'il est souhaitable de lancer, même en termes d'information, je ne suis même pas encore sur le progrès technique, on y viendra tout à l'heure peut-être, mais de lancer une action de prévention, elle n'est jamais anodine. Jean-François Girard, sur la vaccination ou sur ces difficultés de trouver le bon chemin sur la prévention. Moi, je trouve que la prévention, c'est un outil de démocratie. Dans une forme relativement idéale, au sens que ce qu'Hubert vient de dire depuis 5 minutes, c'est la relation entre prévention et information. Il n'y a pas de prévention sans information. Et c'est là où je dis que c'est un outil de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut, certes, trouver la connaissance nécessaire et utile à permettre que la personne prenne ses responsabilités vis-à-vis de la prévention, mais après, il faut la faire passer. Et ça, c'est ce que j'appelle un outil de démocratie. La vaccination, ce qui est effectivement un très bon exemple. Tu as fait référence à des vaccinations obligatoires, il y en a encore 4, mais la dernière qui a été rendue obligatoire en France, c'est la polio, la vaccination anti-polio, en 1964. Quelques 20 ans ou 25 ans plus tard, dans les années 88-89, on disposait du vaccin ROR, comme on dit, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Et à cette époque-là, il était évident que c'était une bonne affaire, si je peux dire, aussi bien au plan individuel pour protéger les enfants, les petits-enfants, qu'au plan de la collectivité, avec l'espoir raisonnable de rendre la rubéole et la rougeole, et même les oreillons, les trois, des maladies complètement exceptionnelles. Bon. À cette époque-là, le jour où j'ai été convaincu que c'était une vaccination absolument indispensable, parce que précisément on était en 88, parce que les moyens de communication, y compris la télévision, pouvaient laisser espérer que tout le monde soit informé, parce qu'effectivement, l'équilibre entre les problèmes de responsabilité individuelle, responsabilité collective, il n'était pas de bon ton de contraindre, parce qu'à cette époque-là, c'est encore vrai maintenant, il y avait des ligues anti-vaccinales, c'est comme ça qu'elles s'appellent, ça peut-être une consonance, mais ces ligues anti-vaccinales, effectivement, s'appuyaient sur la dénonciation des vaccinations obligatoires, et que, à ce moment-là, je me suis dit, bon, d'accord, la société française, pour ne pas parler des autres, revendique une forme de responsabilisation plus grande. On dispose d'outils de communication qui sont efficaces. Les ligues représentent des contre-pouvoirs qui nous conduisent, y compris avec des médecins d'ailleurs, dans des chemins de traverse probablement dangereux. OK, la vaccination ROR ne sera que recommandée. Je me suis fait critiquer, mais violemment, en disant, écoute, t'es pas logique. Tu nous expliques que c'est une très bonne vaccination.
si c'est une très bonne vaccination, et le courage de la rendre obligatoire. Bon, je n'ai pas fait, et depuis, comme tu dis, il n'y en a plus aucune, mais encore une fois, derrière ce type de décisions, qui sont des décisions d'ordre public, d'ordre politique, avantages, inconvénients, il y a une chose certaine, c'est qu'on peut continuer à faire des vaccinations recommandées, ou quelques actions de prévention, qu'à condition qu'on soit sûr que la population à qui cela s'adresse est informée et les moyens de se faire son propre jugement. La prévention, c'est finalement quelque chose de fondé sur son propre jugement. Alors, on a 2 étudiants. Vous connaissez la règle du jeu? Oui, madame, ce sera un petit peu plus tard pour les questions de l'assistance. Donc, dans un premier temps, il y a des étudiants qui ont travaillé pendant 1 mois, je crois, toutes les nuits. Il y a un garçon et une fille pour travailler, pour préparer des questions. Donc, on va leur passer la parole. Et ensuite, on vous donnera la parole pour que vous puissiez témoigner, donner votre avis et surtout poser des questions. Alors, c'est le garçon qui prend la parole en premier. Bonsoir, messieurs. Sébastien de Sciences Po. J'avais une question en vous écoutant. Quelle est la responsabilité du personnel politique dans les politiques de prévention? Est-ce que quelque part, on n'utilise pas ces politiques de prévention pour se dédouaner d'éventuelles catastrophes qui pourraient survenir? Je pense aux pandémies, que ce soit la grippe aviaire dernièrement, ou à l'époque, il y a quelques années, le biotox, qui a donné lieu à tout un branle-bas de combat. Est-ce que les politiques ne se cachent pas et ne se dédouanent pas derrière les politiques de prévention? Précisez un peu, pourquoi ils se cacheraient derrière les politiques de prévention? Pour pas faire quoi? Pourquoi ils auraient besoin de se cacher? À partir du moment où il y a un vrai problème de santé publique auquel vous avez dû par moment être confronté, lorsqu'on a une épidémie qui se déclare, s'il s'avère que les responsables politiques n'ont pas su anticiper, que les hauts fonctionnaires n'ont pas su anticiper, est-ce que le développement et la multiplication des politiques de prévention ne couvrent-elles pas ce risque-là et qu'on va, au cours des années, un peu développer... cerveau de précaution, quoi. Peut-être on se dit, je l'ai fait. Alors, voilà. Jean-François Géret est bien placé parce qu'il est non, bien placé, si je puis dire. Il était à la Direction générale de la santé dès 86, hein, donc le sida, toutes les explications qu'on a aujourd'hui n'étaient pas encore très claires. Donc, donc on ne se cache pas derrière la prévention? Est-ce que ça, on dit je l'ai fait? Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment que votre responsabilité soit engagée? Non, pas peur, parce qu'il ne faut pas accepter ce métier si on a peur, hein, ça c'est évident. Mais on peut être conscient de ses responsabilités sans avoir peur. Dans la vie, c'est comme ça. La question que vous posez, et je la retourne, mais je la trouve très intéressante, c'est quel équilibre en situation d'incertitude entre l'excès et le défaut. C'est ça le problème. Bon. Et la difficulté, c'est qu'il y a des situations où la connaissance est suffisante pour que la politique de prévention soit mise en route. Alors après, responsabilité de la collectivité, des politiques, est-ce qu'il fallait prendre un décret ou est-ce qu'il va falloir prendre un décret pour le tabac, etc. Ça, ce sont des situations que j'ose presque dire faciles. Je ne dis pas que facile dans le mécanisme de décision, parce qu'on est en fait en face de choses précises. On connaît le nombre de morts par le tabac, y compris de tabagisme passif, etc. Le ROR, on savait combien de rougeole, combien de rubéole, et avec les conséquences pour les bébés, on avait en France. Ça, je ne dis pas que la prévention est une chose facile, mais par rapport à votre question, c'est des situations où les faits sont donnés. On fait, on ne fait pas. Parfois, on ne fait pas parce qu'on ne peut pas y mettre assez d'argent, ce qui est un débat en soi-même. Parfois, on ne fait pas parce qu'on ne veut pas y mettre de l'argent tout de suite, alors que les économies sont pour dans 10, 20 ans. C'est aussi un des aspects de la prévention. Mais votre question est sur plus un autre... Enfin, c'est pas un autre sujet, mais c'est un peu différent. C'est quand on est en situation d'incertitude. Bon. Et là, c'est là qu'apparaissent des débats difficiles, que la grippe aviaire, certains en disent encore, mais ils sont complètement fous, ils en ont fait trop. Et ça, c'est le syndrome du sida, ou du sang contaminé plutôt, enfin, même si c'est lié. Mais de dire, ouais, en son temps, ils n'ont pas vu le coup venir, donc maintenant, les politiques ou les pouvoirs publics, en mettant le politique et la haute administration ensemble, du coup, ils verrouillent pour se protéger. Alors, je ne sais pas s'ils verrouillent pour se protéger. Mais votre prédécesseur, comme à la Direction générale de la santé, ou un de vos deux prédécesseurs, a été mis en examen. Oui, bah,
Absolument. Donc, et plus que ça, puisqu'il a même été traduit devant les tribunaux et condamné. Mais il n'y a pas eu que le directeur général de la santé. Non, mais Il y a aussi un Premier ministre qui a été devant les tribunaux pour ce genre d'affaires. Et qui a été blanchi. Qui a été absolument blanchi. Absolument. Mais vous, donc, par rapport à cette responsabilité, c'est un peu le sens de votre question, vous avez intérêt à dire j'ouvre tous les parapluies. Non, attendez. Enfin, je ne peux répondre que ce que je sens, hein, parce que, encore une fois, si on accepte des responsabilités publiques avec l'idée qu'on va devenir un client du marchand de parapluies, il faut faire un autre métier. Ça, je suis désolé, c'est très net. Il n'y a pas que dans ce métier-là, hein, il n'y a pas que le métier de directeur général de la santé, où intégrer dans son logiciel de pensée les risques, je pourrais en dire autant du conducteur de TGV ou du conducteur de Boeing, etc. Bon, donc ça me rend très, très ferme pour réagir en disant, bien sûr qu'on a des risques, mais est-ce qu'il y a des métiers où il n'y a pas de risque? Bon, là, il y en a peut-être un peu plus. Le risque judiciaire en est un, c'est normal, c'est un mécanisme de régulation de la société. Donc, il ne faut pas non plus penser s'en extraire. Simplement, on peut essayer d'assumer ses responsabilités. Mais encore une fois, je ne dis pas que... ou plutôt, je vous renvoie à tous la balle en disant c'est aussi la relation qu'une société a avec la notion de risque. Et cette relation, elle est très variable, elle est très subjective, elle est très irrationnelle même. On prend des risques au volant, alors que peut-être dans des trucs beaucoup moins dangereux, on ne s'y lancera pas. Hein, ça, mais même au plan individuel. Il y en a qui, quand ils prennent leur volant, qu'ils ont oublié leur permis en haut, ils disent « Oh, bah, ça ne fait rien, je vais pas le retourner, le chercher », puis d'autres qui s'arrêtent tout de suite et vont le chercher. Bon, voilà, c'est notre psychosociologie, et par rapport au risque, c'est pareil. Alors effectivement, la question que vous posez, c'est est-ce que le politique ou les pouvoirs publics, à qui on délègue nos responsabilités dans un système démocratique comme le nôtre, ou est-ce qu'ils doivent anticiper, aller jusqu'à un excès de précaution, j'utilise le mot, hein, et est-ce que, indépendamment des risques judiciaires, est-ce qu'on ne pourrait pas, la société, regretter le défaut de précaution? Alors, il y a un équilibre à trouver. Alors justement, on a compris qu'il y avait un équilibre à trouver, mais est-ce qu'il est trouvé? Est-ce qu'il y a un certain nombre de précautions qui est trop important aujourd'hui en France? Non, il n'est pas trouvé, l'équilibre. Il n'est pas trouvé, d'abord parce qu'il est très variable d'une situation à l'autre. Il est très variable d'une situation à l'autre parce que, prenons la grippe aviaire, le risque est inconnu, on ne sait pas. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois, maintenant presque 2 ans qu'on attend la grippe aviaire, c'est l'émergence d'une épidémie humaine. Pour l'instant, on ne la voit pas. Donc, à la limite, chaque mois qui passe, on a envie de se dire, bah, vous voyez, ceux qui pensaient que ça ne deviendrait pas ont raison, puisqu'on l'attend toujours. Et ça ne manque pas d'être entendu, ça. Mais le jour où ça viendra, et puis ça ne sera peut-être pas celle à H5N1, le fameux là, qui traîne, mais un autre. Et ben, à ce moment-là, l'épidémie, elle sera monstrueuse, même au XXe siècle, même au XXIe siècle. Je ne sais pas si elle sera aussi importante que celle de 1900, de la grippe espagnole après la guerre. Probablement pas, parce que les conditions... Au nord, on va peut-être parler du sud de temps en temps, mais au nord, elle sera beaucoup moins grave. Mais ça sera une énorme affaire. Donc, devant un énorme risque, c'est assez prévisible que les pouvoirs publics soient plutôt dans l'excès de précaution que dans le défaut. Bon. Ce que moi, pour répondre à votre question, il ne faut pas me défiler, l'application du principe de précaution pour tout et n'importe quoi, là est probablement le reflet d'une société frileuse qui ne prend plus de risques ou qui souhaiterait ne plus en prendre, ou qui souhaiterait qu'en tous les cas, celles qu'elle prend, elle ne les décide pas, et que avoir un comportement de vie, mais encore c'est moi, ça ce n'engage que Jean-François Girard en disant ça, et chacun d'entre nous peut avoir le droit d'une opinion différente, mais je pense qu'une société qui ait des comportements qui écartent tout risque est un mode de vie ou de participation à la société, et donc une société qui se prive de toute création, de toute évolution, et probablement de toute capacité de transmission à des enfants. Or, on fait quand même des enfants. Alors, sur la grippe aviaire, oui mais je vais vous poser une question sur la grippe aviaire. Est-ce qu'on disait, je ne sais pas si on le dit encore, que c'est pas de savoir quand le virus va être transmissible à l'homme,
non, c'est pas de savoir s'il va être transmissible à l'homme, mais savoir quand, parce qu'on est sûr qu'il va être transmissible à l'homme. Est-ce qu'on dit toujours ça? Et on en est où de ce risque, justement, de grippe aviaire? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pour l'instant, on observe ce qui se passe de par le monde. On voit qu'il y a quelques cas humains qui sont essentiellement liés à des contacts entre des animaux et la personne humaine. Donc, il y a peut-être exceptionnellement, je ne sais pas exactement le nombre, mais 1 ou 2 cas qui sont des transmissions interhumaines, mais des personnes qui étaient très 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 infectées et qui manifestement ont pu infecter la personne voisine ou la famille, mais je veux dire selon les mêmes modalités que le poulet pouvait contaminer la personne. Là, c'est quelqu'un qui faisait entre guillemets le rôle du poulet, mais le virus n'a pas été modifié pour se transmettre facilement entre les humains. Et c'est ça, bien sûr, ce qui sera la clé. C'est le jour où le virus sera adapté à l'homme et sera facilement transmissible, même avec peu de virus transmis d'un homme à l'autre. Ce jour-là, on sera face à une pandémie. Alors aujourd'hui, on ne peut pas l'évoquer. Sur le risque, sur le risque. Alors, non, mais le risque de grippe aviaire, est-ce qu'il est important ou pas important aujourd'hui? Jean-François Girard, à moins que vous ne vouliez pas répondre, vous n'êtes pas un expert de la grippe aviaire, mais... Moi, je ne suis pas un expert de la grippe aviaire. J'ai lu comme tout un chacun ce qui se dit. Aujourd'hui, il y a eu une épizootie qui a sévi, qui est plus ou moins importante en fonction des moments. C'est vrai que c'est préoccupant parce qu'on se dit il y a un virus qui circule, qui est nouveau, qui éventuellement un jour passera à l'homme, parce qu'on sait que ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Dire à quel moment ça se produira, aujourd'hui, je pense que ça n'apparaît pas, d'après ce qu'on lit, si facilement prévisible. En tout cas, ce n'est pas prévisible à court terme de dire tiens, ça va être tel mois ou telle année. On ne sait pas. Mais ça peut se déclencher très rapidement. Pour autant, se préparer à essayer de gérer des événements très très difficultueux, comme l'a dit Jean-François Girard, qui se produiront au moment de la pandémie, ça c'est certainement un bon principe, parce que de toute façon, ça fait partie de la formation et de l'information d'une société. Comment va-t-on réagir quand on va être en difficulté? Et on sera en difficulté sur de nombreux plans. Et je pense que cette réflexion, elle n'est pas nulle, surtout qu'elle doit être faite de manière internationale, au niveau européen et même au-delà. Donc ça contribue, les uns et les autres, à se coordonner, à comprendre ce qu'on peut faire. Vous savez, des décisions sont très très difficiles. Hein. Qui prendra la décision de dire à un moment donné que tous les avions restent au sol? C'est compliqué. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la question du rôle du politique est une question importante, qui a été bien éclairée par Jean-François Girard, qui fait le distinguo entre le principe de précaution et la prévention. Alors on sait bien que les choses ne sont pas toujours aussi tranchées, mais je crois que c'est très important. Quand on est en situation d'incertitude, on fait au mieux, mais on fait comme on peut. Et on a des experts, et on a une opinion publique, et le décideur, vous savez, c'est pas une position simple. Surtout quand on ne veut pas aller jusqu'au risque zéro qui n'existe pas et qui conduirait à des attitudes invraisemblables. Donc il faut trouver un équilibre, mais dans l'incertitude. Alors on fait comme s'il y avait un risque, et puis on continue les recherches, l'observation, et si on voit que le risque finalement s'évapore, tant mieux. S'il se précise, on maintient ou on promeut encore plus les actions proposées. La prévention, telle que je la sens, c'est une action que l'on fait quand on sait ce qu'il est souhaitable de faire. On n'est plus dans le principe de précaution. C'est-à-dire qu'en principe, on doit s'autoriser à avoir une action de prévention. Quand, voilà, je vais lancer telle opération, voilà ses avantages, voilà ses inconvénients, voilà la population cible, et tout ça, ça va être difficile à gérer de toute façon. Mais où le rôle du politique, et c'est pour répondre à votre question, intervient aussi en prévention. Alors Jean-François Girard, à mon avis, reprendra parce qu'il connaît bien ce point, mais justement, je l'apporte là. Puis, on n'est pas libéré de la difficulté de la décision, même quand on connaît parfaitement ce que l'on va éviter et combien ça va coûter. Et alors, je vais vous dire, je vous informe, peut-être que certaines personnes ne le savent pas dans cette salle, mais aujourd'hui en France, nous avons un programme de prévention parfaitement généralisé, parfaitement organisé, qui évite, je crois, un cas de maladie tous les 4 ans. Et ça coûte plus de 100 millions d'euros. Ce n'est pas une décision anodine. On sait exactement ce qu'on va éviter
Et encore, vous savez, entre 1 et 2 cas ou 0, on ne sait pas trop. Mais enfin, disons 1 cas. On sait ce que l'on va éviter, on sait combien ça coûte. Alors on a pris la décision de le faire. Mais c'est pas une. Il s'agit de la recherche du virus C sur les dons du sang, la recherche génomique pour les rares cas où la personne se serait contaminée, pour faire simple, la semaine précédente du don du sang. Puisque sinon, des anticorps montent dans le sang et on repère facilement les personnes atteintes d'hépatite C. Mais il y a quelques cas qui viennent de se produire. Si la personne donne son sang dans les jours qui suivent, on ne va pas le voir parce que les anticorps ne sont pas encore montés. Et alors on s'est dit, alors il faut chercher le virus dans le sang. On fait un test génomique, on cherche le virus en analysant son gène, etc. C'est assez coûteux. Il a été décidé de le faire systématiquement. Ça pose un problème éthique considérable. Parce qu'aujourd'hui, décider de mettre plus de 100 millions d'euros pour éviter un décès, mais attendez, mais en termes de solidarité, ça pose une question éthique. Parce qu'à l'intérieur de notre pays, mais même au-delà, à l'échelle du monde, on peut éviter beaucoup de décès, beaucoup de souffrances avec 100 millions d'euros. Donc il y a là une vraie question de solidarité qui se pose. Alors effectivement, Jean-François Girard connaît bien ce sujet, les politiques ont décidé cela, peut-être aussi parce que Qui décide il y avait dans des antécédents pas si lointains, l'affaire qu'on a appelée du sida. C'est-à-dire, on a reproché à des décideurs de ne pas avoir agi assez vite, et parfois c'était pour des raisons de mois, et la Cour de justice s'est trouvée présente pour qu'il s'explique. On peut concevoir qu'un décideur, quand des experts lui disent « mais je peux repérer un virus dans tel produit pour éviter une pathologie », il peut se dire « et alors, que dois-je faire ?» Moi, je ne sais pas, je trouve que c'est des sujets difficiles et que c'est pourquoi je souligne cet exemple-là. C'est pour montrer que vraiment les opérations de prévention ne sont pas des opérations faciles au plan décisionnel. Dans ce cas précis, qui prend la décision ? C'est le ministre de la Santé. Signé par le Premier ministre ? Non, pas forcément. C'est le ministre de la Santé qui prend la décision. Le ministre de la Santé peut, sur proposition de ce qu'on appelle ses services de l'administration qui étudie le problème, mais c'est une décision ministérielle. Je rebondis bien sûr sur ce que vient de dire Hubert Allemand, y compris... alors, première situation, prévention, on prend une mesure parce qu'elle vous paraît s'imposer, quand je dis s'imposer, y compris par la pression extérieure. Il y a une société qui nous entoure, il y a des associations qui s'expriment. Et l'exemple que tu donnes, j'ai vécu le même il y a quelques années, c'est exactement le même. HTLV1 pour détecter la petite période de mutité chez les personnes qui venaient d'être infectées par le VIH, le virus du sida. Le ministre a pris la décision en pleine Assemblée nationale, parce que la question lui a été posée et les calculs avaient été faits. C'est un cas, c'était encore pire que ce que tu as dit, et ça coûtait 120 millions à mettre sur la table. Bon, 120 millions à mettre sur la table, de francs à cette époque-là, quelqu'un avait tout de suite fait le compte. Si on mettait la même somme sur les dépistages de cancer du sein, on sauvait 150 femmes. Bon, voilà, l'équation, elle est là. Bon, et ben, la pression, à cette époque-là, était telle que le ministre a dit « ça, je ne peux pas faire autrement que d'y aller. Je mets mes 120 millions sur la table. » C'est 120 millions d'assurance maladie, d'ailleurs. C'est ce qui à nous tous. Mais ce qui est gênant dans ces situations-là, moi, je trouve qu'on peut comprendre la pression, on sortait du sang contaminé, mais je m'aperçois que quelques 15 ans plus tard, on a le même débat. La difficulté, c'est qu'il faudrait qu'on soit capable de rendre une mesure dont on se dit il faut la prendre maintenant, mais de pouvoir la rendre réversible. À un moment, si 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on comprend qu'on a été trop loin, on comprend, parce qu'éventuellement, d'ailleurs, la recherche, je vais y revenir à propos de la précaution, mais dans la prévention, on peut se dire, il y a plein de mesures qui ont été prises comme ça sous la pression d'une société inquiète, et c'est pas... Bah, ça arrive quand on vient en retard. Mais bien sûr que c'est... Non, mais ça arrive qu'on supprime des mesures de prévention sur la variole, sur certaines vaccinations qui ont été supprimées quand même. Non ? Écoutez... Pensez qu'on empile ? Oui, je crois. Enfin, vous trouverez sûrement une mesure apportée. On fait des recherches d'anticorps dans les prélèvements de sperme congelés.
bon, on s'est aperçu que ça ne servait à rien, je crois que la mesure n'est pas rapportée. Bon. Donc, alors, ça, c'est la capacité, qu'une fois qu'une décision est prise, d'avoir le courage de la réviser, de l'évaluer, d'en évaluer la pertinence, et quelques 3-4 ans plus tard, d'y revenir. Dans la précaution, on est dans l'incertitude. Là aussi, il ne faut surtout pas se dire, voilà, on a décidé de ne pas faire, et c'est définitif. Il y a à mon avis, le meilleur bouquin qui a été écrit, le meilleur essai qui a été écrit sur le principe de précaution, c'est celui qu'ont écrit Madame Vinet, qui est professeure de droit à Paris, et Philippe Kourilski, l'ancien directeur général de l'Institut Pasteur, et qui dit le principe de précaution, c'est inacceptable si c'est un principe d'abstention systématique. Certes, c'est une abstention, on ne fait pas quelque chose, mais c'est aussi un principe d'action, c'est-à-dire qu'on met en œuvre des recherches et on se fait une clause de revoyure, si je peux dire, pour que 3 ou 5 ans plus tard, on réexamine le problème. Et finalement, c'est plus un principe qui peut conduire à un moratoire plutôt qu'au nom d'une frilosité excessive, se refuser de s'engager dans quelque chose qui est peut-être nouveau, mais qui n'est pas forcément négatif. Merci. Alors donc une question. Attendez monsieur, il y a une question d'abord de nos jeunes étudiants et après je vous promets, je vous passe la parole. Et on vous apportera un micro, d'ailleurs on peut tout de suite vous l'apporter parce que je vois beaucoup de mains qui se lèvent, tout le monde veut participer au débat, c'est bien. Donc messieurs, vous allez être plus courts maintenant alors. Hein? Non mais vous allez répondre plus, mais c'était très intéressant. Alors madame. Oui, donc je suis Cynthia de l'ESSEC. En début d'intervention, donc, vous avez ponctué votre discours d'une interrogation, Hubert Allemand, qui était, je cite, « Jusqu'où faut-il prévenir ?» Donc ma question, l'excès de prévention n'est-il pas responsable d'une infantilisation de la société ? Alors en 2 minutes. En 2 minutes, oui. En 2 minutes. Être informé, c'est pas être infantile. Voilà, je pense que si on va dans le sens de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire essayer de rendre la responsabilité à tout un chacun et à la collectivité, on n'a pas ce risque-là. Puisque justement, c'est que les prises de position émanent des personnes elles-mêmes vis-à-vis de leur attitude concernant l'environnement ou d'une collectivité vis-à-vis de l'environnement. Donc on rend la responsabilité finalement à chacun, et à chacun en groupe ou en collectivité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Je veux dire, éclairer des personnes pour qu'ils prennent en main leur destin, on ne va pas dans le sens de l'infantilisation. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de effectivement dire voilà ce qu'il faut faire, faites-moi confiance. Mais ce n'est pas actuellement la dynamique, en tout cas, des personnes qui aujourd'hui agissent dans le champ de la prévention. Au contraire, c'est de dire à tout un chacun, en fonction de tes possibilités, en fonction de ta situation, que peux-tu faire ? Mais voilà les informations que je peux t'apporter quant à ta situation. Par contre, jusqu'où peut-on prévenir ? Il me reste encore 1 minute. J'ouvre la question, mais à mon avis, ça mériterait quand même peut-être 2 minutes. 1:30 alors. Oui, non, mais c'est une question qui est très très importante. C'est que ça touche à un champ de la prévention qui est le dépistage. Et peut-on dépister pour éliminer ? Alors s'il s'agit d'une affection, c'est assez simple de dire oui. C'est-à-dire je vais dépister telle pathologie pour essayer de la diagnostiquer, de l'éliminer chez la personne et de le guérir. Mais pour vous montrer jusqu'où va la prévention, puisque ce soir on parle quand même de phénomènes de société importants, aujourd'hui on a des moyens formidables par l'imagerie, toutes les IRM et toutes les techniques que l'on possède aujourd'hui et qui évoluent chaque jour, avec la biologie moléculaire, on a le regard sur l'infiniment petit. Aujourd'hui on peut voir beaucoup de choses chez tout un chacun, et notamment comment il est génétiquement composé. Il y a tout le champ de la médecine prédictive qui est là. On peut donc faire des dépistages d'anomalies pour éliminer non pas seulement la pathologie, mais pour éliminer la personne, voire la personne en devenir. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ça entre dans le champ de la prévention. C'est-à-dire, je cherche une pathologie et ça va peut-être conduire à l'élimination de la personne. Vous voyez bien qu'on n'est pas sur des choses anodines. Alors il ne s'agit pas de juger quiconque ici, mais peut-être de poser la question à une société. Parce que comme le disait Jean-François Girard tout à l'heure, quand même la culture ambiante, ce qu'une
société-véhicule interfère beaucoup sur nos attitudes personnelles. Et est-ce que notre société accueille l'autre différent, le plus démuni, le plus faible, le handicapé? Ça, c'est une vraie question. Une société qui n'accueillerait plus celui qui est le plus démuni, est-ce une société qui demeure dans une dynamique positive quant à l'avènement d'une santé pour tout un chacun? Je pense que c'est une vraie question, parce que le handicap, une société peut se formater aujourd'hui. Oui, mais donner la possibilité à un enfant qu'on sait qu'il va être handicapé dans le diagnostic préimplantatoire, alors qu'un autre enfant peut naître sans handicap. Alors c'est des questions importantes, on va pouvoir en parler, mais je termine. Ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire... je pose simplement une réalité, c'est que une société qui n'accueille pas le handicap n'aide pas à des personnes qui souhaiteraient accueillir la vie telle qu'elle vient, à l'accueillir, parce qu'on peut avoir aussi des jugements réprobateurs après dans la société quand on se promène. Comment aujourd'hui on avait les moyens de faire et ils n'ont pas fait ce qui était nécessaire? Je veux dire, une société porte aussi la capacité des personnes à accueillir la vie telle qu'elle se donne. Ça me paraît être un champ qui est en grand développement aujourd'hui, mais qui pose une vraie question. Mais précisément, Moi, si je peux dire, c'est que... Préimplantatoire, c'est encore une affaire encore un peu plus compliquée. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher quelqu'un de naître qui aurait un handicap à venir? Alors, c'est ça dont vous parlez. Précisément quoi, concrètement? Pour que tout le monde comprenne, et rapidement aussi. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a des enfants qui présentent des handicaps, et certains des handicaps bénins, et qui sont parfaitement opérables, dans de très bonnes conditions, et qui pour autant ne naîtront pas parce que... Il y a un avortement thérapeutique. Oui, parce qu'on est dans une dynamique peut-être déjà de l'enfant parfait. On peut donner l'exemple des fentes palatines, enfin des becs de lièvre. C'est extrêmement difficile, sans doute pour un médecin, de dire... certains m'ont partagé ça, je ne suis pas gynécologue obstétricien, mais voyant effectivement une lésion qui est parfaitement opérable, bien sûr informer la personne, les parents, parce que s'ils n'informent pas, on va leur reprocher à la naissance de l'enfant quand on observera l'anomalie. Mais ces médecins savent que s'ils apportent l'information, les parents peuvent peut-être faire un choix qui est un choix qui est contre la vie. Donc aujourd'hui, ça se produit produit pas facile. pour une fente palatine dépistée dans les délais légaux. Il y a des interruptions volontaires de grossesse qui sont faites. On m'a même dit que c'était relativement fréquent. D'accord, non mais c'est important. Sans prolonger le débat, oui, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le diagnostic préimplantatoire, il y a eu, il y a quelques jours, une prise de position extrêmement hostile signée par Jacques Testard dans Le Monde. Dans Le Monde, oui, et hier soir, je crois, Israël Nizan, qui est un obstétricien, a porté, sinon la contradiction, tout au moins alimenter le débat. Donc ceux qui veulent en savoir plus, on va passer la parole à la salle parce que manifestement, monsieur au centre ou madame, la personne qui a un micro, vous vous situez, c'est-à-dire que, non pas vous ne levez pas la main, mais vous dites qui vous êtes, pas votre nom, mais pour qu'on voit un petit peu si vous êtes médecin, pas médecin, chercheur. Paul Fabra. Paul Fabra, donc des Échos. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça qu'il fallait que vous situiez. Alors, puisque vous, très aimablement, vous rappelez que je suis aux Échos. Prenez votre micro au menton. C'est un économiste de renom, Paul Fabra. Comme une sucette. Comme vous rappelez très aimablement que je suis aux Échos, je vous rappellerai qu'un jour, je faisais une chronique, je voulais faire une chronique sur le nucléaire, une centrale nucléaire française, à Cattenom, en Lorraine, et je téléphone à quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'estime, que je ne connaissais d'ailleurs pas, qui était un physicien connu qui travaillait à Saclay. Alors je lui téléphone et il me répond immédiatement, vous savez, moi je suis physicien, c'est vrai, mais mon opinion sur cette question, sur la question du nucléaire, de la désirabilité d'avoir des installations nucléaires comme ça dans une région particulièrement peuplée, par exemple, mon avis ne compte pas plus que celui de l'homme de la rue qui veut bien se donner la peine de se saisir du problème. Voilà. Bon. Alors, tout à l'heure, vous avez dit nous sommes entourés d'une société. Bon,
vous avez dit aussi très justement, le problème que nous débattons aujourd'hui pose la question de la relation d'une société avec le risque. Alors vous savez, il existe une méthode démocratique pour à la fois informer le public autant qu'on peut l'informer et aussi pour tâter le public, pour savoir quelle est la relation, comment la société prend-elle le risque. C'est évidemment d'interroger la dite société. Alors, il y a des pays voisins, il y a au moins un pays voisin qui applique cette méthode. Bon, je sais qu'en France, on n'aime pas beaucoup prendre des leçons de démocratie, puisque nous avons tous appris à l'école que c'est nous qui avons apporté la démocratie au reste de l'Europe. Mais enfin, en Suisse, par exemple, on organise des référendums. Je me rappelle un, par exemple, sur le port de la ceinture dans la voiture, mais beaucoup d'autres, y compris sur la vaccination obligatoire. À l'époque, on pensait que les Suisses étaient bien obscurantistes parce qu'on croyait que la vaccination, c'était ce qu'il fallait faire de toute façon. Bon, alors, finalement, de tous les propos que vous avez eus, il semble bien qu'il s'agit donc d'un problème souvent d'éthique, donc d'un problème finalement politique. Vous avez posé la question, mais qui décide? Alors, on a compris que ceux qui décident chez nous, c'est les ministres et leurs experts autour. Mais peut-être qu'on pourrait interroger tout simplement démocratiquement le pays pour savoir, et là organiser un véritable, forcément par définition, ça serait organiser un véritable débat et connaître l'avis des gens. Voilà. Alors, ça existe dans l'Oregon, aux États-Unis, ça, où la population vote. Monsieur Hubert-Allemand connaît ça sûrement très bien. Et est-ce que la démocratie, le vote, si on avait fait voter les Français en 1980, on couperait encore des têtes. Donc, est-ce que le vote est la bonne solution pour prendre des décisions sur des thèmes un peu compliqués quand même? Moi, je pense que la question qui est posée demanderait que la population qui va voter ou que l'on va sonder soit informée. Parce que je vais donner un exemple qui date de la semaine dernière et qui était effectivement un sondage et qui m'a interrogé. Mais peut-être parce que mon degré d'information, puis comme dit Jean-François, on a chacun nos sentiments, mais le sondage c'était, mais au fond, quelqu'un qui ne prend pas en main ses facteurs de risque, surpoids, obésité, qui continuera à fumer, et qui fait telle ou telle pathologie, faut-il continuer à prendre en charge ses soins à la même hauteur que les autres? Et la question était très précise, c'est ne faut-il pas finalement mieux rembourser les personnes qui font des efforts et qui maîtrisent leurs risques, et puis peut-être un petit peu moins bien rembourser les autres pour qu'ils comprennent que quand même, ils ont... Alors nous avons dit tout à l'heure, et je crois que c'était important, qu'on n'est pas toujours responsable de ses propres facteurs de risque. Ils sont très très dépendants d'un environnement. Et par exemple, le surpoids, alors je citerai d'autres pays pour ne pas citer le nôtre, mais est très clairement lié au niveau socio-économique de la couche sociale dont il est question. C'est pareil pour le tabagisme dans certains pays. On voit très très bien dans quelle couche sociale on a plus de chances d'appartenir en fonction des facteurs de risque que l'on présente. Bon. Mais ces personnes-là ne sont pas toujours responsables de leurs risques. Vous savez, l'environnement est très très pesant. Et je me disais, au fond, comme c'est souvent les plus démunis et les plus vulnérables qui présentent souvent des facteurs de risque, comme ça, de surpoids, d'obésité, de conduite peut-être pas maîtrisée, comme voudrait la couche moyenne haute de la société, c'est donc eux qui vont être pénalisés. On va leur dire, vous voyez, mais c'est pas bien. Parce que vous voulez dire que les Français voteraient pour que les gens qui prennent des risques soient moins remboursés. Le sondage disait ça. Le sondage disait ça en grande majorité. Il faut qu'ils soient moins remboursés s'ils ne prennent pas en main leurs facteurs de risque, ou alors que les autres soient mieux remboursés. Mais au fond, ça pose une question, c'est-à-dire que celui qui est le plus en difficulté, le plus vulnérable, je m'excuse d'insister là-dessus, c'est celui qu'on va pénaliser encore plus. Peut-être quelqu'un d'ailleurs qui ne se projette pas dans la prévention. Parce que pour se projeter dans l'avenir, vous pensez bien qu'il faut avoir pu assumer ses besoins élémentaires de la journée, qui est peut-être de se loger ou de manger. Alors il faut bien voir, parce que nous on parle de prévention, utopie nouvelle pour la société, il faut bien voir qu'il y a des personnes dans nos sociétés pour qui la prévention n'a pas de sens dans leur conscience, parce que ce qui compte, c'est d'abord un quotidien. Et je me disais, au fond, nos chers Français et Françaises qui ont répondu là,
Mais si on les informait un peu justement sur un réel qu'ils n'appréhendent peut-être pas encore, ils n'auraient peut-être pas la même attitude. Parce qu'au fond, les Français sont très altruistes, sont prêts à aider, sont fraternels. Et ils se rendraient compte qu'ils sont peut-être en train de tomber dans un piège, c'est-à-dire de rendre la vie encore plus difficile à celui qui n'arrive pas à émerger et qui, pour cela, effectivement, a des facteurs de risque qu'il ne peut pas maîtriser. Alors c'est pour dire que ce n'est pas aussi facile que cela de s'éclairer par des sondages. Comme vous l'avez très bien dit, quand la communauté n'est pas suffisamment informée ou qu'il n'y a pas eu débat. Par le vote, dit M. Paul Fabre. Par le vote. Mais M. Paul Fabre, votre proposition est rejetée. Non, pas du tout. Alors, la parole à la salle un petit peu, puis après, Jean-François Girard. Il faut qu'il y ait débat pour après pouvoir se prononcer. Mais aujourd'hui, les sondages Alors, se font Jean-François souvent Girard va sur absolument intervenir. Monsieur Fabra, en France, nous sommes 62 millions. En Suisse, ils sont 7,5 millions. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres en France est bien plus grand que celui qui est en Suisse. Pardon ? J'ai pas entendu. On propose la suppression du suffrage universel, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, ce que je dis... Non, mais on va garder le président actuel et puis on ne va pas voter en 2007. Non, voilà. ce que je dis, c'est que je ne sais pas simplement si la transposition des votations suisses est applicable rien que pour ces deux raisons. Et puis ce que je constate, c'est que de par le monde, il y a toujours un Parlement et que finalement le Parlement, c'est fait pour peut-être de façon lâche se substituer au fait que toute la population n'a pas les moyens de sa responsabilité, d'accéder à la connaissance nécessaire pour exercer cette responsabilité. Non, on va passer la parole à d'autres personnes. Le Parlement, c'est la représentation sociale, donc il faut voter. Donc, moi, vous situez si vous voulez ou pas. Je suis éducatrice de jeunes enfants, mais bon, voilà. Je fais de la prévention au titre éducatif, puisque je fais du soutien à la parentalité. Donc, ça peut apporter quelque chose par rapport à ce que je vais dire. Moi, je voulais parler de l'aspect de la prévention par rapport au tabac. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il manque quelque chose dans la prévention, c'est-à-dire que vous développez bien tout le côté, il y a de l'information, etc., etc. Bon, simplement, c'est vrai que le rapport à la santé, ça renvoie chacun à son propre corps et le rapport à soi, à son intimité, à sa place à la vie, à la mort, etc. Et il y a quelque chose qui me gêne par rapport au tabac, c'est je suis non fumeuse, on met sur les paquets « fumer tue ». Bon, je pense qu'aujourd'hui, à moins d'être complètement débile mental profond, je pense que tout le monde sait que le tabac apporte des problèmes de santé, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'informations. Moi, je trouve que ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la personne en tant que personne qui, aujourd'hui, arrive à vivre grâce à l'absorption du tabac ou des médicaments ou je ne sais quoi. Et je trouve que d'une certaine façon, on peut avoir des messages qui sont très culpabilisants et qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment tous conscients que la personne qui fume, si elle fume, ça lui apporte quelque chose et qu'aujourd'hui, elle en a besoin et que simplement lui dire quand tu fumes, tu t'abîmes la santé, c'est pas suffisant. Et moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à développer dans les messages par rapport à la relation. C'est ce que vous avez dit un peu, monsieur. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Mais ça amène de l'eau au moulin. Et moi, si je disais simplement... Moi, je veux dire, très court, 2 minutes. Ce qu'on appelle l'addiction, la dépendance, la toxicomanie, en soi-même, c'est quelque chose qu'on trouve dans les sociétés humaines, et il y a des gens qui disent même que c'est une des caractéristiques de cette humaine. Le problème, c'est de prendre la dépendance la moins dangereuse. Bon, le tabac en est une. Et moi, ça n'a pas été mon métier, mais je serais tabacologue, c'est comme ça qu'on dit, avec une consultation. Je ne dirais pas aux gens, il faut vous arrêter de fumer parce que c'est dangereux. Je dirais, vous avez une addiction, le mot est quand même passé dans la langue française, vous avez pris une des plus dangereuses, on va essayer d'en trouver une autre. Hein? Mais oui. Il n'y a pas un tabacologue dans l'assistance pour dire si c'est une bonne solution. C'est ce qu'il faut. Et le Nicorette, c'est bien ça. Attendez, le Nicorette, je ne fais pas de publicité pour le produit, c'est bien ça. Et il y en a d'autres qui disent, mettez-vous à faire de la bicyclette. Il y en a d'autres qui sont un peu plus élaborés
et que le recours à la bicyclette, et qui analyse la relation entre la cigarette, la bouche, le stade oral, etc. Mais voilà, donc je pense que vous avez raison de dire, on ne peut pas dire aux gens, le fait que vous soyez addict de quelque chose, il y a plein de choses. Les philatélistes, ceux qui travaillent 16 heures par jour, eux aussi c'est des addicts. Hein. C'est pas les mêmes, les philatélistes, c'est ceux qui travaillent 16 heures par jour. Et donc, le problème est à déplacer en disant, trouvons ensemble ne culpabilisons pas les gens parce qu'ils sont addicts, comme vous dites, ils n'y peuvent rien. Et peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est précisément dans les classes sociales les plus défavorisées qu'on a des phénomènes d'addiction particulièrement violents, mais en tout cas particulièrement dangereux. Quelle est votre addiction? On ne saura pas. 16 heures je suis plutôt 16 heures par jour. 16 heures par jour. Est-ce que justement ces mentions, mais moi on me dit, il y a des gens que ça dégoûte de voir ça qui arrête de fumer. Donc est-ce qu'on sait si réellement ça a une efficacité? Parce que c'est surtout le prix qui a une efficacité pour faire baisser la consommation de tabac et bientôt l'interdiction dans les lieux publics. Mais est-ce qu'on sait si cette mention qui est énorme, qu'on ne voit plus, maintenant, est-ce que ça a eu une efficacité? Alors c'est des informations qui existent depuis très longtemps, hein, sur les paquets. Donc ça a été, l'efficacité a dû être, enfin ma connaissance, moins bien mesurée que celle que l'on mesure maintenant quand on introduit une mesure. Je n'ai pas connaissance de l'efficacité au moment où on a introduit la mesure. Alors c'est vrai que c'est un peu violent, je vous l'accorde. Et en même temps, c'est là où on voit qu'on est dans des équilibres difficiles à tenir. Et en même temps, c'est une réalité. C'est dire le réel, puisque c'est peut-être le déterminant de santé, un des déterminants de santé les plus importants de notre pays, puisque on a donc 60 000 morts par an liés au tabac ou en partie au tabac, ce qui est quand même un taux de mortalité très très important pour un pays. Donc on peut concevoir qu'on a été jusque-là, parce qu'en même temps c'était une information qui est très véridique, je veux dire le tabac tue. Mais c'est vrai qu'après il y a la forme, mais vous posez une vraie question, c'est comment peut-on apporter des informations? Et ça, c'est, je pense, assez lié aussi à la culture des pays, parce que je crois qu'en termes de communication, par exemple, les pays anglo-saxons sont plus agressifs que nous, hein, notamment, vous avez peut-être vu ici ou là des spots qui concernent la sécurité routière. Ils montrent des clips assez violents. Ce n'était pas du tout la culture de la France. Il faut bien reconnaître que pour le tabac, c'est quelque chose d'assez universel, et les informations s'uniformisent selon les pays. Monsieur au premier rang, une question, un commentaire, vous situez si vous voulez. Bonsoir, Pierre Cohen-Tenji, je suis consultant, je travaille sur les relations interpersonnelles dans le milieu professionnel. Moi, je voudrais revenir sur l'indicateur de réussite ou le moyen de mesure que vous avez cité, à savoir le taux de la mortalité que vous avez appelé prématurée, qui s'appelle prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. Et moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est est-ce que c'est un objectif absolu de faire vivre les gens le plus vieux possible, jusqu'à 90 ans, juste pour qu'ils soient vieux, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, en termes d'allocation de moyens, de l'argent à mettre pour que peut-être ils vivent, certes, au-delà de 65 ans, mais en pleine forme, et peut-être pas jusqu'à 90 ans? Oui, aujourd'hui, l'objectif, c'est justement qu'en dessous de 65 ans, on meurt moins. On meurt moins, hein. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Mais moi, je pense que la question, évidemment, est très importante. C'est la prévention est-elle faite pour vivre sain le plus longtemps possible, ou est-elle faite pour rendre l'homme heureux, pour qu'il se déploie, pour qu'il réalise son destin personnel, sa créativité, qu'il puisse déployer son identité dans ce qu'elle a de meilleur. C'est une question. Est-ce qu'on est dans la durée, ou est-ce qu'on est est-ce que je vis heureux? Parce que la valeur de la vie n'est pas toujours pour certains ce qui est mis le plus haut. Oui, la réponse est évidente. On veut vivre heureux, et pas jusqu'à 80 ans. Tout le monde va vous répondre ça. Oui. Mais comment faire? Comment faire? Eh bien, en faisant de la prévention. Et en faisant de la prévention, par exemple, alors je suis provocateur en disant ça, puis vous avez parlé des personnes un peu plus âgées. J'ai cru comprendre que la définition de la santé, c'était un parfait état un état de complet bien-être physique, psychologique et social, et pas seulement l'absence de maladie. Mais le physique, psychologique et social est très important. Eh bien, comment je préviens, dans un pays comme le nôtre,
la mort sociale. Et il y a des morts sociales. Aujourd'hui, on a une réalité de personnes âgées, parfois dans des institutions, de très longs séjours, qui sont parfois seuls, sans famille, qui n'ont plus de liens. Je veux dire, c'est des vraies questions, parce que là, on parle d'une certaine forme de prévention, le tabac, mais si c'est un état de bien-être social, comment se préoccupe-t-on du lien social dans notre société aujourd'hui ? C'est une question, mais qui touche aussi à la prévention, c'est en ce sens-là que Jean-François Girard disait tout à l'heure, il ne faut pas en rester au système de soins. La prévention, c'est vraiment l'ensemble de notre vie qui est en jeu. Et eh bien, il y a des personnes aujourd'hui, effectivement, qui se préoccupent de la mort sociale des personnes âgées ou de certains handicapés, etc., qui est une vraie question. Mais on voit bien qu'on n'est pas dans une compétition par rapport à la durée, mais qu'est-ce que je permets à tout un chacun, à une collectivité, de vivre pour qu'elle soit heureuse et qu'il vive heureux. Micro, donnez le micro à monsieur. C'est là que je rebondissais aussi sur les allocations de moyens que vous évoquiez tout à l'heure. Où on met l'effort, où on met l'argent. Questions, commentaires, madame, là en premier rang, puis peut-être nos étudiants auront des questions, des commentaires. Je n'ai pas d'étiquette spéciale, je suis une mère de famille simplement. Je voudrais simplement parler que pour moi, la prévention, c'est aussi quelque chose de très individuel. Disons, responsabiliser les gens sur leur propre vie, à savoir, par exemple, moi j'ai 5 enfants, je suis mère de famille, donc je me sens très responsable vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis d'eux. Et donc, apprendre aux gens à bien se nourrir, à faire ce qu'il faut pour vivre en bonne santé. Il y a quand même tout un travail en amont, avant la maladie, et pour l'éviter. Et je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas monopoliser. Mais je pense non, donc Jean-François Girard, la responsabilité individuelle. Je vais rebondir sur votre situation personnelle, vous l'avez décrite, les femmes ont un rôle essentiel. Et je pense que ce n'est pas faire du sexisme de dire que par rapport au problème de prévention, le comportement, l'attitude des femmes et des hommes n'est pas la même. En Afrique, j'ai quelques exemples à cause du métier que je fais actuellement, puisque l'IRD, l'Institut de recherche, on travaille dans les pays en développement, pas seulement en Afrique. On sait que tout passe par les mères et les femmes. Et que les exemples où ça se passe un peu moins mal qu'ailleurs, en Afrique, c'est effectivement des sociétés où la mère est extrêmement présente et pilote, pour ne pas dire dominante, pour éviter le mot de dominante. Voilà. Je crois que même dans les sociétés occidentales, les nôtres, je pense que c'est vrai, et que par rapport à, je ne sais pas comment utiliser des mots qui ne seraient pas excessifs, c'est vous qui mettez les enfants au monde. Il y a une relation, et peut-être que c'est un débat à partager, peut-être certains dans la salle trouveront que les hommes ont autant de responsabilités, ou de pas de responsabilité, mais de conscience de ces risques. Moi, je crois que là, il y a une petite différence, c'est pas forcément honteux. Mais Jean-François Girard, est-ce que justement cette tendance, vous n'avez pas le sentiment qu'elle s'inverse? Parce que les femmes fument de plus en plus. Il y a un taux de progression du cancer du poumon qui est très très important. Chez l'homme, c'est plutôt stable et ça baisse. Est-ce que justement l'avenir de la femme, c'est pas l'homme? Et est-ce que on dit le contraire d'habitude? C'est pour ça que j'ai dit. Non, mais attendez. Les femmes, à la sortie des universités, c'est les femmes qui fument et pas les garçons. Oui. Bon, mais attendez, on peut revenir, mais on peut faire 2 remarques. C'est que le tabac a aussi été, pour des raisons assez évidentes et assez rebattues, une forme d'émancipation. Bon, donc on ne peut pas sous-estimer ça. Et les fabricants de tabac, ça ne leur a pas échappé. Hein. Et la publicité, une fois que les pays du Nord ont montré, en ciblant tout particulièrement les hommes dans le risque, les firmes se sont rabattues. Et si on regarde les publicités, on s'aperçoit que c'est ça, sur la cible que sont les femmes et sur la cible que sont les pays en développement. Bon. Et donc là-dessus, vous avez raison, hein, les faits sont là. Le nombre de cancers du poumon continue de croître en France chez les femmes. C'est stabilisé même, je crois, décroît chez les hommes. Bon. Vous êtes simplement un peu en retard. Alors une question d'une femme. Oui, bonsoir, Anne-Marie Cohen-Tanuji. Je suis moi aussi mère de famille nombreuse. Je suis responsable dans plusieurs associations bénévoles à titre social.
Et ça n'a rien à voir, mais moi je me pose une question, c'est la prévention et les médias. Alors je ne parle pas des médias qui s'adressent aux médecins ou à des gens spécialisés, je parle des journaux que nous lisons tous et toutes. Il y a des articles qui sont absolument à sensation, je dirais, et je pense notamment à ce qui est paru dans la presse il y a je crois qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, sur le traitement substitutif hormonal. Qui a déclenché un tas de choses et au bout de quelques mois, on nous a exactement raconté le contraire de ce qu'on avait dit quelques mois auparavant. Il n'y a pas que ça, il y a la grippe aviaire qui a déclenché également pendant des semaines, on n'a vu que ça à la télévision, puis tout d'un coup on n'en a plus du tout parlé, enfin bon, voilà, ma question c'est... Alors, c'est une question qui est évidemment très intéressante, parce que ce n'est pas forcément la faute des médias, Jean-François Gérard. J'ai pas dit que c'était la faute. Non. J'ai dit c'est quel rôle. La responsabilité des médias. responsabilité. C'est le problème des experts en toute chose. Monsieur Leduc me fait sourire quand il dit c'est pas la faute, pas forcément la faute des médias, mais je veux dire non pas à son truc, on n'en a pas besoin. Attendez, c'est le problème que la connaissance n'est pas, c'est pas blanc ou noir. L'incertitude, y compris dans les exemples que vous avez cités, elle existe. Et la connaissance ne passe pas d'un jour où c'était totalement inconnu et jusqu'au jour où on passe vers où tout est clair. Qu'il y a plein d'exemples, dans l'histoire des sciences modernes, où on a publié 6 mois, 1 an après un premier papier dans des revues extrêmement prestigieuses, considérées comme inattaquables. Et bien, 1 an après, on publie un papier qui dit le premier a dit des grosses bêtises et a raconté des bêtises, des erreurs, fait des erreurs. Bon, ça arrive. Et que la vache folle, c'est pas, il n'y a pas trop longtemps, un jour on m'a demandé sur le 20h à TF1, le journaliste finit par me presser, monsieur le directeur général, enfin, est-ce que je peux manger du beefsteak? Est-ce qu'on peut manger de la viande rouge? Et je n'ai pas pu répondre autrement que, mais c'est venu comme ça, j'ai dit, écoutez, ce que je peux vous dire, je ne sais pas répondre à cette question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai mangé avec mes gosses avant-hier midi. C'est tout. Et il faut avoir le courage, y compris dans les positions de responsabilité, et pour les scientifiques encore plus, de dire on ne sait pas, et je crois profondément que la société est assez adulte pour accepter l'incertitude et l'ignorance. Pour autant qu'on le dise clairement à 20h. Mais madame, est-ce que vous avez le sentiment que en l'occurrence, la presse, grand public, c'est pas la presse professionnelle, n'est que le reflet de ce que disent les milieux scientifiques? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je pense que la presse grand public influence notre société. Notre société, bien sûr, c'est nous. mais apprend les informations quelque part. Alors ça, non, mais ça nous, on ne le sait pas, justement. Le problème, c'est que nous, on ne le sait pas. Nous, on nous livre des informations et on nous dit, voilà ce que tel institut a dit, que tel grand professeur a déclaré, etc. Nous, on ne sait pas. Donc, on le prend, je dirais, en pleine figure. Et alors, évidemment, nous avons notre libre arbitre. Mais est-ce que tout le monde l'a, déjà? Et puis, sont quand même je trouve qu'il y a des sujets qui sont traités un petit peu par-dessus la jambe, enfin, un petit peu provocateur. C'est provocateur. Il faut lire les journaux dans lesquels vous avez confiance. Non, mais Monsieur, la science se fait de façon impressionniste. Les médias, ça ressemble plutôt à un tableau de Fernand Léger. Entre les impressionnistes et Fernand Léger. Hubert Allemand, un commentaire, 1 minute, parce qu'il y a encore des gens qui veulent intervenir, il ne nous reste plus que 10 minutes. Je crois que la question qui est posée est une question importante et sur laquelle nous n'avons pas fini de débattre et où nous n'avons pas fini d'avoir collectivement des difficultés. Parce que c'est une difficulté pour le médecin de se tenir au courant des données acquises de la science, et c'est fait sur un certain nombre d'arguments, sur un faisceau d'arguments. Pas simplement une seule étude. Parce qu'une étude, elle est toujours faite sur une population particulière, parfois dans un pays particulier, parfois avec des médicaments ou des doses particulières, etc. Et au fond, on est souvent devant un faisceau d'arguments qui permettent de se faire une opinion. Est-ce que le traitement hormonal substitutif entraîne plus de cancer du sein ou pas? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, etc. Et la difficulté, je pense, aujourd'hui, et c'est quand même, je pense, une responsabilité des médias, c'est que bien évidemment, c'est leur rôle d'informer. Il y a une nouvelle étude, alors aujourd'hui, la communication, elle se fait dans l'immédiateté. Ça fait partie de notre monde, et c'est sans doute un bien. Mais faudrait-il, alors je me tourne vers les communicants,
peut-être mettre en perspective, quand ils apportent une information qui tombe comme ça ponctuellement, une nouvelle étude ne fait pas une donnée de la science acquise. Vous savez, en médecine, on a l'habitude de dire, entre nous à l'assurance maladie, parce qu'on a bien compris que c'était difficile la médecine, vous voyez, et puis les soins et tout ça. Et alors on dit, en médecine, 2 et 2 ne font pas 4. Vous voyez, c'est un art qui passe par une science, pour faire court. Eh bien, quand une étude tombe comme ça, c'est vrai que c'est difficile à monnayer pour un public. Parce qu'en réalité, ça n'a pas tellement de sens en soi tout seul. C'est en fonction de toutes les études qui ont précédé et celles qui vont suivre. Mais aujourd'hui, la rapidité de la communication fait que, et moi je demande, j'appelle à ce que les responsables de la communication puissent parfois, je sais bien qu'ils aiment les scoops, qu'ils aiment bien faire rebondir les uns sur les autres, parce que tout ça, ça fait partie du jeu, mais quand même que parfois il y ait une mise en perspective et dire au fond, vous savez, mais il y a eu d'autres études, les choses ne sont pas aussi simples, etc. Parce que c'est ça, au fond, rendre intelligent tout un chacun. Et moi, je pense que dans la prévention pour l'avenir, c'est peut-être moins une affaire d'utopie qu'une affaire d'intelligence à instiller. Monsieur... Oui, bonsoir. Je suis journaliste et entre autres, je travaille pour des mutuelles de santé. Et on a des journaux qui diffusent à 2-3 millions d'exemplaires régulièrement. Et évidemment, dans ces 2-3 millions d'exemplaires, nous touchons aussi bien des hommes que des femmes. Dans les études que nous menons auprès des lectorats, on s'aperçoit évidemment, comme dans les magazines de santé et les magazines féminins, que ce sont des femmes qui les lisent. Vous y avez rendu hommage, très bien. Ceci étant dit, comment vous, dans vos actions de prévention et dans vos campagnes de communication, vous envisagez de toucher enfin les hommes qui, eux, ont une attitude d'évitement, de fuite vis-à-vis de la prévention? On peut sûrement réagir, mais je pense que le problème, c'est de prendre le milieu où on les trouve. Bon, alors, il y a le milieu du travail. Et la question, précisément, qu'on n'a pas évoquée, c'est finalement le premier sous-groupe de la population française, c'est les gens au travail. Et il y a des lieux où, effectivement, moi je pense que la médecine du travail, alors c'est un débat difficile, y compris du statut de la médecine du travail en France, mais je pense que cette médecine qui est sur le lieu du travail, où les hommes dans certaines entreprises sont plus nombreux que les femmes, est un lieu où la prévention doit exister. Elle doit exister aussi à l'école d'ailleurs. Et peut-être que, c'est d'ailleurs, pour répondre à votre question, c'est peut-être à l'école qu'il faut commencer. Et faire de la prévention là où les garçons et les filles sont présents et probablement... Alors, derrière ce que j'ai aussi envie de... Juste un commentaire, c'est difficile de vendre ces matières-là. Vous qui êtes journaliste dans ce genre de revue, faire des trucs rigolos qui sont séduisants, qui fait qu'on ne tourne pas les pages parce qu'on voit une photo qui n'est pas attrayante, etc., c'est vrai que c'est difficile. Et il y a probablement tout un travail de méthodologie, de conception, de séduction sur des matières qui, peut-être parce qu'elles ont rapport au corps, mais peut-être pas seulement, sont difficiles à rendre attirantes, aguichantes même, si je peux dire. Monsieur ? Guédon, je suis entrepreneur en biotechnologie et je voudrais réagir à ce que vous disiez, monsieur Girard, par rapport au rôle de scientifique en tant qu'expert, et particulièrement par rapport à la vache folle, puisque ma société a travaillé sur un test diagnostic sur les maladies neurodégénératives exactement à cette époque. En tant que scientifique, ma position en tant qu'expert, scientifique expert, ne serait pas la même que celle du scientifique scientifique. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'attend la population. En tant que scientifique, à ce moment-là, j'aurais dit, vous pouvez manger de la viande, ce que beaucoup de scientifiques par ailleurs ont dit, parce qu'effectivement, il n'y a aucun risque connu. Et je suis en ce sens-là supporté par une étude qui a été faite par Eurobarometer l'année dernière sur Science and Society, la manière dont la société attend la position de l'expert dans le domaine scientifique. On attend effectivement que le scientifique dise quelque chose qui permette de se déterminer. Et les Européens dans leur ensemble ont confiance très largement dans les positions qui seront défendues par les scientifiques en tant qu'experts. Et bien évidemment, le scientifique expert n'a pas la même position et ne peut pas développer la même prise de position que le scientifique pour lequel, effectivement, il n'y a jamais une réponse à 100%. En tant qu'expert, en revanche, par rapport à la société, il a quelque chose à dire qui permet de déterminer ensuite et de prendre une responsabilité dans ce domaine. D'accord. D'accord, sauf un mot. Il marche le micro. Un mot. Sauf un mot. Vous avez dit il n'y a pas de risque connu. Eh ben, c'est sur le connu. Attendez.
Oui, mais en disant ça, vous dites rien. Voilà. Prenez le micro, prenez le micro. Non, mais à votre connaissance, mais votre À ma connaissance est connaissance, limitée en par tant définition. qu'expert, à ma connaissance, il n'y a pas de risque connu. Maintenant, effectivement, la science ne peut pas répondre à 100%. Et c'est ça le point central. Mais l'éducation du public, elle passe par cela, par le fait de faire la différence, la distinction entre un scientifique ne répondra jamais à 100%, un expert peut dire quelque chose qui est du domaine du social. D'accord. Alors, encore une intervention, et puis on va demander à nos invités, alors 2 interventions, madame et madame, là, parce que, mais très, ou alors 3 interventions, mais très rapides. Vous voyez, il y en a qui s'en vont. Peut-être sans commentaire, d'ailleurs, puis vous conclurez, parce qu'il est presque 8 heures. Hein. Allez-y. Bonjour, je suis interne en médecine. Donc ma question, c'était par rapport à la prévention. On parle de prévention au niveau du social, de la société, etc. Il y a les médias, il y a ce que fait l'État. Par contre, je peux poser la question de la prévention de proximité. Dans l'exemple de la canicule il y a... voilà. 2003. 2003, où il y a eu finalement beaucoup de gens qui se sont retrouvés, pour nous, finalement, qui ont atterri à l'hôpital, tandis que finalement, l'idée étant que si une prévention de proximité avait pu être mise en place à ce moment-là, c'est-à-dire que des gens employés de mairie ou en tout cas disponibles soient allés et fait un passage chez des gens dont on savait à un âge avancé, isolé. Bon. Oui, ça revient un peu. Non, je vous propose, vous ne répondez pas maintenant, et vous allez répondre et conclure. Donc, madame, vous vouliez dire quelque chose, là? Et après, madame à gauche. Je voulais intervenir sur la réaction de monsieur à propos de l'expertise. La question que je veux poser, c'est quel expert? Qui a déterminé qu'il était expert? Par qui est-il payé pour faire son étude d'expertise? Et jusqu'où va le degré de liberté de l'information qu'il va donner sur cette étude? Ce qui est bien, c'est que dans votre question, il y a la réponse. Je pose des questions. Non, je plaisante, mais c'est bien, mais qui a payé, etc. Madame? Oui, moi, la question a été un tout petit peu abordée par M. Girard, parce qu'on parle beaucoup de responsabilité individuelle dans ce débat. Mais je pense qu'il y a quand même des responsabilités très collectives par rapport à certains risques. Je pense qu'au risque qu'on a dans le milieu du travail, où on n'est pas obligatoirement bien informé et on est sous des contraintes énormes, et tous les risques industriels, je veux dire, on en a quand même quelques-uns dont on peut connaître, les risques environnementaux, où il y a tellement d'intérêts, y compris des intérêts économiques, que l'information n'est pas bien apportée, et que là, il y a des risques sur la santé, et que le deuxième élément sur lequel je pense qu'il faut quand même qu'on puisse à un certain moment poser cette question, il est certain que la prévention, elle concerne tout le monde. Elle ne concerne pas uniquement, je veux dire, le corps médical ou toutes les professions autour de la santé. Mais il y a quand même un déficit de formation, je pense, sur les professionnels de santé dans l'approche de prévention à côté de l'approche du soin. Voilà, je pense que ça, c'est des éléments aussi importants. D'accord. Monsieur Jean-François Girard et libéralement, donc, en répondant ou en disant ce que vous voulez sur ces 3 propos, vous allez conclure et en répondant à la question de cette séance, c'est la prévention une nouvelle utopie. Est-ce que c'est une nouvelle utopie ou pas? Ou est-ce que ce titre est... Prenez le micro. Vous énervez pas. Ni nouvelle, ni utopie. Bon, donc, moi, je n'ai pas participé au titre. Bon, nouvelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même pas tout à fait nouveau. On a pris des exemples et puis on pourrait remonter encore un peu plus que ce qu'on a fait. Et je ne crois pas qu'on puisse dire utopie. Bon, mais deuxièmement, je constate que ce soir, on a très peu parlé, aussi bien dans la salle que nous, de l'aspect économique. Pudeur ou incompétence, j'en sais rien, mais c'est intéressant. Troisièmement, ce qui est une façon de rebondir sur la canicule, les crises, on en aura tout le temps. Les maladies émergentes, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, les nouveaux bestioles qui nous prennent à la gorge, etc., on s'aperçoit qu'il y en a maintenant tous les ans. Hein. Il y a eu ce qu'on a appelé le SRAS, les maladies pulmonaires, il y a la grippe aviaire, puis il y en a, les gens qui travaillent là-dessus disent qu'il y a 600 virus tapis dans les forêts équatoriales et qui sont prêts à nous sauter dessus. Donc, les maladies émergentes, Charles Nicolle l'avait dit, hein, Charles Nicolle était un directeur de l'Institut Pasteur de Tunis qui avait travaillé sur une maladie, d'ailleurs, qui est éradiquée, ou à peu près le typhus exanthématique. Il avait écrit, mais attendez,
Pourtant, Fleming avait déjà publié sur la pénicilline, et Charles Nicolle a dit, de toute façon, les maladies infectieuses, c'est définitivement éternel ou à peu près. Et il y aura des... Bon. Donc des crises, il y en aura. Et le problème, c'est vrai ce que vous dites, les mesures que maintenant on sait prendre vis-à-vis de la canicule. La preuve, c'est que cette année, elle a été moins sévère, mais on a avoir par exemple une pièce climatisée dans tous les établissements de retraite. Bon, bah, c'est fait maintenant. Des circuits, comme vous avez évoqué, de proximité pour que quelqu'un vérifie, y compris dans les villages, que chaque jour, tous les 2 jours, que les gens supportent, etc. Donc je crois que le problème n'est pas d'éviter les crises, c'est de savoir les gérer. Mais ça, en disant ça, c'est aussi un appel à une certaine forme de maturité de la société. Merci. Hubert Allemand, conclusion au niveau d'Utopie. Oui, non, je partage tout à fait ce qu'a évoqué Jean-François Girard au sujet du titre. Je voulais dire que pour moi, la prévention est une bonne chose, mais demande du discernement. Je pense avoir essayé d'évoquer que ce n'était pas toujours anodin et qu'il y avait un équilibre à trouver entre ce que ça apportait de bon et l'autre facette qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Vous voyez, on est entre contraindre et convaincre, on est entre essayer de s'adresser à des populations particulièrement ciblées parce qu'ils en ont beaucoup besoin, mais en même temps, il ne faut pas les stigmatiser, les étiqueter. Il faut trouver l'équilibre entre avoir des informations sanitaires, c'est important pour l'action, mais respecter la confidentialité. Enfin, on voit qu'on a beaucoup d'équilibre à tenir, promouvoir bien sûr l'intérêt général, mais respecter l'intérêt individuel. Une question d'équilibre, toujours en recherche. Alors pour moi, ça ne m'est pas facile de terminer par un domaine économique, mais ça fait partie de la vie parce que j'ai un appel du pied qui a été fait. Et l'assurance maladie va dire tout simplement que on dit toujours, ou en tout cas c'est parfois un aphorisme qui court, la prévention permet de faire des économies. C'est parfois vrai et parfois ce n'est pas vrai. Le problème, c'est de savoir quelle est l'allocation optimale de nos moyens. Parfois, ça sera dans des soins curatifs, mais parfois, ça sera mieux fait dans des soins préventifs. Mais c'est vrai qu'il y a des soins préventifs qui permettent de faire de grandes économies. Avoir éradiqué une maladie comme la typhoïde, évidemment, permet sur le long cours de faire des économies formidables sur cette pathologie, elle n'existe plus. Inversement, il y a des actions préventives qui ont un certain coût et qui peuvent être même plus coûteuses que d'attendre la maladie chez ceux qui la développeront. Mais c'est toujours l'intérêt humain qui prédomine. Mais le tout, c'est de bien savoir quand est-ce que c'est justifié, de plutôt choisir l'option de la prévention ou attendre l'affection. C'est un exemple que je donne. En tout cas, si on veut terminer par une note optimiste, il faut bien reconnaître quand même que notre pays permet de gagner en moyenne en espérance de vie 3 mois par an. La prévention a son rôle dans ces 3 mois. Et bien évidemment, ces 3 mois par an de gain de vie gagnés en bonne santé, puisque c'est en plus en bonne santé, cela a un coût. Mais voilà, soyons astucieux pour allouer nos moyens pour qu'ils soient le plus efficients et le plus efficaces pour l'ensemble de la population. Et le mot « ensemble » est important. Merci. Car je crois qu'il faut veiller à la santé pour tous, y compris pour les plus démunis. Merci. Et demain, vous avez vu les personnalités qui seront là. Alors, j'ai vu qu'il y aura M. Sarkozy, je n'ai pas vu Ségolène Royal, mais il y aura Daniel Mitterrand. Donc, à demain.